là-bas. Parce que Yosa Katangi, tu as les souvenirs à Grand Katanga. Donc, il y a dans le territoire, le Boudi, Cheferi, Bayeki. Ni ni peleza kuna, il y a une yoko bit la biso. Entre-temps, Bajolo, au tient la biso, ba image wana ya lo là-bas, ba mona, entre-temps de ko Thierry, bon, Bunkeya, vidéo. Bunkeya ezali esika moko oyo na Congo na biso ezalaka kala capitale ya royaume mobimba ya Musiri. Wana nde Bunkeya. Nazo bima na matangomba po na kende kolanda bisika oyo roi azali. Donc Bunkeya, si possible, hein, deko Bajolo, Christian, au tchel bisongo pela, batubala ndaga, tchango pela mobimba, entre-temps azoloba. Voilà, alors, wana, le roi est en train de venir à Zobimanangomba, au Tokendai Komemae, donc population eza wana, ezo yambaye. Sikoyo, Bunkeya, toza na Bunkeya penza. Wana eza œuvre ya nini ba ETD, hein, entité territoriale décentralisée, ba redevance na bango de mois pont. Wana eza mouvement roi Azoya. Sikoyo, Musiri. Roi na ba drapeau, eza ba drapeau ya royaume. OK. Wana eza royaume. Royaume. Oui, il est chef, il est roi, mais et comme chefferie. OK. Aza chef de chefferie Yeke. Okay. Voisin na ye aza chef de chefferie Mpande. Mais baza nini peuple moko. Parce que bakoko na bango Pande ayamba bakoko ya souverain oyo Munongo Musiri. Koko na ye ngelengwa nde azonga bisika oyo bampande bayamba ye. Bapesa bango mabele. Mais na histoire, koko na bango, le premier roi, na bisika oyo babengaka, lelo bazo benga Tanzanie, kala wana babanda ki benga ngo Tanganyika, Zanzibar. Na 1962 na 63, Tanganyika, Zanzibar, ezui indépendance, nde Julius Nyerere apesi kongo roi wana, nde Munongo Musiri. Tout ça, c'est la population, les villageois. Au bazo kende, po ba memaeti na bisika oyo ba benga kakipango. Bisika oyo ba invité bazali. Sikoyo, deux chasseurs, ba bimi côté wana, ya lac Tanganyika. Ne côté e wabora lelo bazo benga ngo Tanzanie. Bazo landa nzoku munene. Nzoku wana abemi bango ti ba côté na bisoyo. Balobi côté ya Upemba. Nde akenda kokutana na Ngandubesa. Ngandubesa ana nde mokonzi pe azalaka na mabele munene bisika na ye ezalaka chef Katanga, hein? Chef oyo apesa kombo ya Katanga mobimba. Azalaka na bomoi. Tilelo mabele na ye Katanga, les terres Katanga ezali. Nde bisika oyo mindele ebele bakuta cuivre. Na kokuta cuivre de babanda ki kotinda epa na bango toza epa ya chef Katanga toza na Katanga nde kombo wana ekanga ekoma lelo province du Katanga boy na boy. Sikoyo ba chasseur wana tango bakomi epa na ye nde atuni bango bino banani balobi biso bayeki nous des chasseurs. Donc, yeke lingi koloba, chasseur. Nde atuni, bino bayeke, biso ba chasseur. Nde kombo wana ekanga bango, tilelo. Mais, en réalité, baza ba sumbwa. Donc, le koto na bango eza vraiment qui sumbwa. Sikoyo, la confusion ezalaka. Il y a des gens qui disent que ce sont des Tanzaniens. Ils n'ont jamais renié que arrière-grand-père na bango azalaka. Kuna na mabele ya Tanganyika lelo babengi yango Tanzanie. Mais de leur premier grand-père, oyo akoma atikala na mabele ya Mpande, Musiri premier, nde abota ba papa ya roi oyo, Munongo Musiri. Na
mwana mwasi ya mabele ya mpande. Sikoyo ba génération na bango nyonso eza bana ya mpande na bango sikoyo. Donc aujourd'hui eux ils sont autochtones et originaires ya mabele oyo koko na bango alonga babitumba parce que babundana bapande babundana ba na ba sulutani ebele wana mais ye alonga asala que adomina ba sulutani nyonso wana nde koma royaume de Garenganzi. Et c'est par rapport à ça bitumba ezalaka entre les Katangé au balingaka Katanga na bango et les autres qui pensent que Tchombe nde ayaka na makambo ya indépendance ya Katanga. Non, cette histoire est très confuse et la Belgique n'a jamais voulu nous aider. En 1885, le roi des Belges n'avait que le royaume Congo, du chef Nekongo. Bisika oyo kombo ya RDC Outa. En principe, la RDC ne devait pas RDC, ne devait pas être RDC, il fallait à la RDK. Congo avec K. Congo avec K. Comment la c'est les... Non, les Blancs ont l'esprit de perdre l'histoire. Nous sommes en train de vous remonter l'histoire. Vous comprenez? Natikala kokoma et pas yabane Congo. Il y a un jeune Congo qui tient à ce que... faut qu'il le problème, il est là, tosengi na ba Congolais nyonso. Parce que le gouvernement, des fois, il nous fait défaut. Mukongomani yo alingi to matela histoire neti to zakuna na bunkeya to kende epa ya ba Congo to kende pa ya bande kona biso ya bandundu to kende ko découvrir ba roi na bango. Moi je suis prêt, ça a toujours été mon domaine de prédilection naza mutu à terrain. Mais ezangi mbongo, vous avez besoin d'argent. Oui. La maison CCTV a besoin d'argent. Bah Télé 50, bah CPLC 13, RTNC Koutou. Donc si les Congolais veulent que nous puissions remonter l'histoire et contredire l'homme blanc qui nous a falsifié l'histoire, moi je suis prêt. Bah pesa bambongo, toko koba, toko kende, attends un mois na zamba, toko sala poto memelabino histoire neti nazaki kuna na bunkea. C'est parce que nous n'avons pas le temps. Si les yeux que nous suivent, donner l'argent, on paye à la chaîne. Bati que la bino, près de 2 heures d'image, bozo landaka biloko ya batu ya bunkeya. C'est une chaîne commerciale, malheureusement. Oh, eza mike bozo landa, mais wana roye wana, azo kitana ngomba. Bisika oyo, arrière-grand-père naye, abandaki kokonde. Royaume topé roi topé peuple ya royaume bayeki non bayeki siko ba Katanga mususu baza qualifier comme Tanzanie baza ba Congolais. Mais c'est comme ça, ça dit que kozanga koyeba. Il y a une question là. Oui, non seulement des Katangais, parce qu'aujourd'hui il y a même sur internet certains yeke dans le monde sont soucieux. Bazo ebisa bango que yo lo bakakeoza Congolais metala muto yo ya lwala banabino azolo bakebino baeke boza ba Tanzanie. Maintenant il commence à m'appeler. Toi tu connais notre histoire. Est-ce que j'ai dit mais vous les que des États-Unis, d'Australie partout, financez les chaînes. Tous les qui c'est la bino ba image, boye ba origine na bino. J'ai rencontré le conteur, celui qui commence depuis votre premier roi de 1700 et quelques jusqu'à celui-ci qui est, si nous comptons tous, il est presque le 10e ou le 11e de votre dynastie. Munongo Musiri Godefroy Junior dit le Mwami Kaneranera. Lui, il est vivant, ça fait 27 ans qu'il est en train de régner. Et il a reçu plus de 7 rois d'Afrique et Panaye. Est-ce que vous savez? En Afrique, il y a des rois qui fonctionnent. Et leur gouvernement les respecte. Parce que ces rois-là se sont déplacés dans le gouvernement na Bango. C'est chez nous où c'est compliqué. On ne veut pas que notre culture puisse être encensée. Il y a même quelqu'un qui a demandé à madame, mon épouse, mais finalement, Thierry Azalaka Yeke, comment il explique ces choses-là? Non, madame, je ne suis pas Yeke, mais bientôt, le roi m'a promis, je serai élevé au rang de sage à la cour. Donc, Nakolata Bazambala. Nakolata Bazambala. Parce que
Monseigneur Fulgence Mouteba, le président de la Senko, actuellement, il est élevé au rang de sage à la cour royale. Donc, ce ne sont pas seulement que les Yéké. Parce que là, dans son royaume, il n'y a pas que des Yéké à sa cour. Il y a même des blancs, des vrais blancs. Bazo beta munokwamboka, qui sanga wanana ki Yéké. Voilà. Donc, ceux qui va komi penza liboso na ye, donc mbote zabo. Yangoana, Bopesi Sultani. Merci, voilà, Boka Thierry. Bukeleke, en tout cas, temps et trahir Moussouman Bolobizé. Mais je pense que le cause en a qui vous avez le sous pour la. Pour continuer Kolobela. En tout cas, dès que Thierry et Aza Zoloba pour la Bilo. Je suis très ouvert. Les Sanga, avec le chef Pandé, qui les a accueillis, nous avons toute l'histoire. Mais Tosengi Pena Basanga, financer, ce sont des choses propres à votre culture. Ne bakoyeba, ko respectaka, banini. Donc, ndekonanga à Bakongo, je suis à Kinshasa. Si je trouve de l'argent, nako bengayo, je viendrai, tu vas m'amener kokutana bakumu, toko filmer bango, bako bete la biso histoire, toko ya nango, ceux qui mbongo ezali, toko ya na ba télévision, toko panza. Merci. Voilà encore à Bunkea. Cette fois-ci, nous sommes le 7 juillet 2025. Nous avons l'honneur de recevoir un grand monsieur, un fils du terroir. Et bientôt, nous continuons notre dossier, le dossier Bunkea, le dossier Moussiri. Je m'en vais lui poser la question, si vous pouvez vous présenter. Merci pour la question. Moi, c'est Katala Kalassa Alain Francis. Je suis le coordonnateur de l'Office du développement du tourisme et de la promotion de la culture de la chefferie de Bayéké, mais aussi le fils de Bunkea. Voilà, un fils de Bunkea, un responsable, et nous sommes vraiment dans son domaine parce qu'il est dans le développement du tourisme, et donc la culture. Là, nous rentrons dans la culture ancestrale. Est-ce que nous pouvons connaître les origines de Bunkea? Et voilà, bien entendu, mais avant que... On ne peut pas parler de Bunkea sans qu'on parle de Bayéké, ou sans qu'on ne puisse parler du roi Msiri. Vraiment, c'est une histoire qui est assez longue, mais alors comment arriver d'abord, comment allons-nous arriver à parler de Bunkea? Je voudrais commencer par le commencement, comme on dit, si vous le voulez bien. Allez-y. Et donc, nous sommes dans le Boussumbois, avec le Mouémois. Mouémois, c'est le précurseur, ou c'est par lui que le royaume de Bayéké a commencé. C'est un Moussumbois, un Moussabaga, qui a vécu, ou qui a été dans le Boussumbois, dans le village de Kazimana. C'est là qu'il a vécu, et c'est là que même le Mwami Msiri, Mwami Msiri est né dans le village de Kazimana, pratiquement dans la région de son grand-père paternel, le Mwami Mouémois, parce qu'il était aussi un chef coutumier à l'époque. Et donc, Mouémois avait beaucoup d'enfants, mais l'histoire retient ceux qui sont le plus souvent cités. Vous avez Kalassa Mazouiri et Kabebe Ikuku, pour ne citer que les deux là. Mais alors, il les a eus avec une femme, aussi une Moussabaga, qu'on appelait du nom de Mahanga. Et alors, Mouémois avec Mahanga ont donné naissance à ces deux-là, bien d'autres enfants aussi également. Et finalement, Kalassa Mazouili, quand il devint aussi grand, il était à l'âge aussi de pouvoir trouver une femme. Et il va épouser aussi une femme qu'on appelait Manena Lianzé. Et alors, les deux-là donnèrent, ils ont
donné aussi dans leur voilà, union conjugale, ils ont donné naissance à bien d'autres enfants. Et voilà, Kalasamazwili est le père du Mwami Msiri. Kalasamazwiri est le père de Kabebe Ikoku, qui était là d'abord, d'ailleurs, le grand frère ou le frère aîné de Mwami Msiri. Et là, nous sommes dans quel village quand vous parlez? Vous nous situez où? Nous sommes dans l'actuelle Tanzanie, Tanganyika. Zanzibar autrefois. Oui, appelé comme ça, mais beaucoup plus dans le Busumbwa, dans la région de Tabora. C'était à l'est de l'actuelle Tanzanie. Et donc, cette histoire-là de Busumbwa s'est passée pendant qu'il régnait dans cette contrée-là un grand chef, un grand Mwami, un grand roi du nom de Mwenda Bantu. Et alors, qu'est-ce qui va arriver quand le Mwami Mwenda Bantu va mourir? Et quand il meurt, il y a deux de ses enfants qui se sont mis à se disputer le trône. Le Ndési, ça veut dire le royaume. Et alors, pour éviter qu'il y ait un bain de sang, pour éviter qu'il y ait cette guerre fratricide entre frères, les sages se sont mis autour d'une table pour éviter ce que je suis en train de dire. Et finalement, ils ont dû carrément diviser le royaume en deux. Et il y avait Mouinoula, qui était l'un des fils de Mwenda Bantu, auquel dépendait Kalasamazwili comme un roi vassal. En dehors de Mouinoula, il y avait aussi Mugembe, le Mwami Mugembe. Alors le jour où on a investi le Mwami Mugembe, il est allé régner dans sa contrée, mais le jour où on devait préparer l'investiture, l'intronisation, si vous voulez bien, du Mwami Mouinoula, lui s'est calmé un peu, mais il a dû envoyer le clan de Barombo. Le Barombo, ce sont parmi le Bayeke et le Basumbwa. Il les a envoyés en pleine brousse pour aller lui chercher du gibier avec lequel il viendra, bien entendu, faire la fête. Ce sont ces Barombo-là, ces Bayeke-là, les chasseurs, qui sont partis en pleine brousse. Je ne sais pas comment le dire ici. Mystérieusement, je ne sais pas, alors ce sont eux qui ont dû rencontrer un éléphant, un mâle, un géant avec des grandes défenses, qu'ils ont essayé de chasser à l'aide des lances, mais alors ils le blessèrent, mais malheureusement ils ne le tuèrent pas. Alors tellement ils le chassaient, ils le suivaient derrière, il les a pratiquement perdus dans la nature. Ils se sont retrouvés, ces Barombo-là, dans la partie méridionale du lac Tanganyika, qu'ils trouvèrent un petit peuple, qui avait une petite quantité de lingots de cuivre. Et finalement, ces Barombo-là vont leur poser la question, mais d'où ça venait en grande quantité? C'est ce peuple-là, au niveau du lac Tanganyika, ce peuple va leur dire, si vous en voulez autant, il faut aller chez Ngandubessa, dans la chefferie de Katete, la partie de Bungu Bungu, Lichatoussa, chez nos frères Lamba. Et ils se sont mis en route et finalement, ils arrivèrent chez Ngandubessa. Et quand on les a vus venir de loin, ce sont des hommes des sujets de Ngandubessa qui sont allés dire à ces chefs-là que parmi nous, il y a deux étrangers. Ngandubessa va leur demander de le faire venir. Alors quand ils se sont approchés de Ngandubessa, il va leur poser la question de savoir, mais qui était-il? Ces Bayeke-là lui ont dit, tout dit Bayeke, toi sommes au. Ça veut dire, nous sommes chasseurs, nous chassons l'éléphant, c'est nous qui chassons l'éléphant. Et alors Ngandubessa, ne comprenant pas cette langue, le Chisumbwa, il a vite compris qu'il s'agissait tout simplement de Bayeke. Et c'est pour ça que ça nous colle aujourd'hui à la peau, et c'est comme ça que nous sommes devenus Bayeke comme tribu. Mais si vous allez dans leur pays d'origine, dans le Busumbwa, il n'existe pas une tribu Bayeke. Il y a des Basumbwa, des Bagaraganza, des clans comme ça, et voilà. Et alors ils ont dû, ces Barombo-là, ces chasseurs, ils ont dû passer un très très bon séjour ici au Ngandubessa, et finalement ils trouvèrent
la route de rentrer chez eux. Et quand ils se sont décidés de retourner dans leur pays d'origine, ils ont essayé, bien entendu, de prendre quelques matières précieuses du Katanga, quelques minéraux comme ça, et ils sont rentrés avec ça. Et c'est quand ils arrivèrent chez eux qu'on les a reçus à bras ouverts, parce que pratiquement on ne pensait pas un jour le retrouver. C'est pratiquement des hommes qui étaient perdus. Et c'est quand ils arrivèrent chez eux que maintenant Kalassa Mazwiri, le père biologique du Mwami Msiri, avec cet enthousiasme-là, parce qu'il faut le dire qu'il était un homme d'affaires, un Mokwavi comme on le dit, un commerçant qui faisait déjà le commerce avec les Arabes comme ça, et finalement il va trouver l'occasion de pouvoir venir ici au Katanga et continuer voilà, le même commerce. Et Kalassa Mazwiri se trace le chemin de venir ici au Katanga. Il va rencontrer le chef Katanga et bien d'autres, les chefs locaux à l'époque, avec lesquels il a essayé de tisser ou dénouer des pactes d'amitié. Et aussi, il n'est pas venu seul, Kalassa Mazwiri, il était devant à la tête d'une grande caravane. Et finalement, après leur temps passé ici, ils se décidèrent également à leur tour de pouvoir rentrer chez eux. Et quand Kalassa Mazwiri rentre dans le Busumbwaye, c'est finalement au second voyage qu'il va se décider de venir avec son fils, Mwami Msiri, qui était tout jeune, mais qui, à cette occasion, quand il revint ici pour la deuxième fois, il va le faire représenter également le chef Katanga comme son ami et bien d'autres. Et finalement, ils passèrent leur séjour et finalement, ils se décidèrent encore de rentrer. Et après, le Mwami Msiri demandera l'autorisation auprès de son père Kalassa Mazwiri de pouvoir venir ici au Katanga. Et quand il vint ici au Katanga, il n'était pas seul. Il arrive, il a choisi la route de Luapula. Et pour traverser, il va trouver un roi vassal qui dépendait de l'empereur Mwatiave. Et voilà, on va dire à ces Kazembe Sunkutu, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait, c'est ce roi vassal qui dépendait de l'empereur Mwatiave dans la région Bemba. Il y a eu un Mouyeke qui connaissait bien le Mwami Msiri et qui va aller dire, ou un groupe de Yeke si vous voulez, qui était bien avant ici. Alors ils sont allés dire à Kazembe Sunkutu que ne laissez pas ce Msiri ici, le fils de Kalassa Mazwiri, traverser le Luapula, ne le laissez pas traverser. Mais alors un autre groupe va dire non, va aller chuchoter quelque chose auprès de Kazembe Sunkutu, que ça ne sert à rien de le laisser comme ça. Et il faut que vous le laissiez traverser la rivière. Peut-être il sera pour nous un bouclier, peut-être il sera à la longue notre défenseur. On le sait, le Mwami Msiri traversait le Luapula, mais il était en partance vers son père adoptif, le chef Katanga, mais il ne pouvait pas aller si vite comme ça, il fallait qu'il reste quelques jours auprès de ce roi vassal qui dépendait de l'empereur Mwatiave, Kazembe Sunkutu là. C'est quand il est resté, il va trouver que la région, ça c'est le cas de le dire parce que beaucoup de gens ne le savent pas et on n'en parle pas assez souvent. Il va trouver que la région était frappée de beaucoup d'épidémies et que seul le Bayeke, seul le Mwami Msiri qui avait les procédés, qui connaissait comment soigner toutes ces maladies-là. Il y avait des épidémies comme varicelle, variole, tout ça. Et quand le Bayeke arrivèrent, ils ont réussi à soigner tous ces malades-là, dont leur chef coutumier, Kazembe Sunkutu, n'était pas en mesure de le faire. Mais comme vous le savez, quelqu'un qui vous rend service après, c'est quoi? Il y a une récompense. Et c'est pour ça qu'on a dû donner au Mwami Msiri, Msiri, on va lui donner 2 femmes. Vous avez Mukunto, et vous avez aussi Moussoabantou si vous voulez. Et alors avec Mukunto, ils vont donner naissance à Kalassa Mukandabantu. Et avec Moussoabantou, ils ont donné naissance ou alors dans leur réunion conjugale, ils donnent naissance
Makole ou Makole Kipamira. C'est le fils aîné du Mwami Msiri. Hein, et voilà, après Msiri quitte Kazembe Sonkotu, il va aller chez le chef Katanga. Et quand il arrive chez le chef Katanga va le recevoir à bras ouverts parce que en réalité, Msiri, c'était son fils, l'enfant de son ami Kalasa Mazuri. Et quand il arrive, Msiri, tout le monde était content de le voir venir aussi avec d'autres Baïkés qui étaient derrière lui. Et on va lui indiquer le village où il devait rester. Msiri va construire ce village du nom de Lutipuka. C'est un nom qui est venu de la petite rivière qui passait justement à côté. Et qu'est-ce qui va arriver? Et là, c'est vers Chef Katanga là-bas. Oui, dans la région du Chef Katanga. C'est là que Msiri a pu construire ou fonder son tout premier village avant qu'il n'arrive, même ici dans Bunkeya. Et alors, il n'était pas très loin d'un autre chef, Kapema, qui dépendait du chef Katanga. Mais qu'est-ce que Kapema va faire? Il va tuer le fils unique de la veuve. Il va utiliser la peau de la victime comme son siège sur laquelle il devait s'asseoir. Maintenant, la femme affligée va venir dire au Mwami Msiri, tapant son panne par terre. Et ça, c'est un signe de dire, si vraiment tu es un vaillant, voilà, il y a un homme, voici ce qu'il a fait. Et le Mwami Msiri ne s'était pas précipité. Il est allé d'abord poser le problème, ou si vous voulez voir son père adoptif, Katanga. Et alors, quand il arrive, il lui dit, et Katanga va lui dire, va. Alors Msiri, quand il revint, il va marcher sur le chef Katanga, Kapema. Et il va lui prendre tout ce sujet-là et le ramener aussi chez le chef Katanga. Mais le chef Katanga va dire, maintenant, tout ce monde ici, pratiquement, il essaie de le diviser en deux, si le terme convient. Une partie, il va donner au Mwami Msiri. Et voilà, c'est à partir de cet événement, à partir de cette circonstance, que la renommée, ou si vous voulez, le Mwami Msiri, a commencé à gagner du terrain. Voilà, du terrain, et il commença à être sollicité presque partout et aller remettre de l'ordre là où il n'y en avait pas, aller remettre de la paix, imposer de la paix où ça manquait, et on commença à les solliciter, Mpande les solliciter, et ceux de Benamitumba les solliciter un peu partout, et il réussit à se faire pratiquement une référence, à se faire une autorité incontournable. Et quand Katanga va mourir, il y a le chef Mpande aussi qui était ami à son père, va lui demander de venir auprès de lui. Et quand Msiri arrive, il trouve le chef Mpande qui était pratiquement dans le désert. Ça, on va insister. Pratiquement dans le désert, parce que l'histoire nous apprend que l'un de ses neveux, Sangatile, aussi s'opposait à Soren et qui avait pratiquement pris aussi toute sa population et allait se réfugier et laisser le chef Mpande pratiquement dans la cendre. Alors quand le Mwami Msiri arrive, Mpande était très très content et il disait même que je n'étais pas assez content quand tu étais chez Katanga. Je voulais que tu sois ici maintenant que Katanga n'est plus. Voilà, viens ici. Et Msiri a réussi à aller suivre Sangatile qui s'opposait à Pande. Et il va faire la même chose comme il en avait fait avec Kapema. Msiri va ramener tous ces Sangala qui étaient avec, qui avaient laissé leur chef Mpande pratiquement dans la centre, seul, voilà. Et alors Msiri le ramène auprès de Mpande. Quelle joie Mpande ce jour-là avait. Et alors, voilà, l'histoire, comme je vous ai dit, elle est assez longue. Peut-être le temps ne nous permettra pas. Mais alors, Msiri a pu... il s'est installé dans beaucoup de villages. Revenons chez Mpande. Oui. Avant, les terres ici appartenaient à Mpande. Ça n'appartenait pas à Mpande. Peut-être que je vous enverrai trouver le chef Kapungwe. Ici, c'est la terre de Kapungwe. C'est une erreur qu'on est en train de commettre aujourd'hui.
Vous voyez, c'est vraiment une grosse erreur et je voudrais qu'on insiste. Ça appartenait au chef Kapungwe, qui n'est pas d'ailleurs loin d'ici, à 30 km et Kateba, d'écouler une partie comme ça. Et si on doit dire que ça appartenait au chef Mpande, ça c'est une erreur très grave. Et on ne peut pas accepter comme ça. Et alors, ce que peut-être qu'il faut retenir, d'ailleurs Mpande voulait que le Mwami Msiri, qui a été investi en 1850 à Luambo, puisse rester à Luambo. Mais Msiri ne voulait pas. Il n'y avait que lui seul qui connaissait le secret. Et alors, pour respecter la coutume, il a dû déléguer son compatriote Musumbwa, Pande Domulindwa, le fils de Kamana Makulukungueshi. Il lui a dit, va là-bas me représenter. Et donc, c'est pourquoi, ici, les noms d'un pande, parmi les baïké, les noms d'un pande, c'est pas un nom yéké, ça c'est un nom sanga. Mais à cause de ce qui s'était passé là, voilà, nous avons pande moulindwa, donc, ou pande mouyeke, voilà. Et Msiri n'a pas voulu rester, il a préféré laisser la terre d'un pande à ses enfants. Mais alors, Msiri a préféré venir ici habiter à Bunkeya parce qu'il a trouvé que Bunkeya c'était une terre qui était fertile, qui était une terre pour des raisons aussi de défense. Quand vous voyez sa structure, vous comprendrez pourquoi Msiri a... Et d'ailleurs Mpande lui a dit que maintenant là où tu veux, c'est pas ma terre, c'est Kapungwe. Et voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est de l'histoire. Et alors Msiri s'est installé ici, dans la terre de Kapungwe. On aimerait que peut-être Kapungwe dise, ça on peut accepter, mais pas de quand même. Quand bien même tous parlent le Kisanga, mais ça ne veut pas dire que ça c'est la terre du chef Mpande. Non. D'accord. Mais Kapungwe, lui aussi a la même langue, toujours de Kisanga. Oui, Kapungwe parle le Kisanga. En fait, le Kisanga, c'est une langue de la région. De la région. C'est une langue de la région. Kapungwe parle le Kisanga. Il y a nous aussi, les Baïké, qui parlons le Kisanga, mais aussi également le Chisumbois. Vous allez chez Ntondo, le Bakunda, ils parlent aussi le Kisanga. Vous allez dans les Bounouenchi ici, ils sont Nouenchi, mais ils parlent le Kisanga. Quelles que soient les petites nuances, mais ils s'entendent mieux, d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc la sangaphonie couvre les Basumbois, les Sanga. Le Sanga de Mpande, il y a le Sanga de Benamitumba, il y a le Sanga, si on peut dire, de Bakunda, vous avez les Nouenchi, et voilà. Bien, maintenant arrivons à Moussiri. Quand Moussiri s'installe ici chez Kapungwe, que s'est-il passé finalement avec les expéditions des Blancs qui voulaient prendre les terres de Moussiri? Et pendant que Moussiri régnait, oui, vers les années 1885, avant 1891, oui, sa chute, il avait quelle superficie des terres? A-t-il conquis les terres de Pande? A-t-il conquis les terres de Katanga? A-t-il conquis les autres terres, là où il avait aidé d'abord ses pères? Et après, que s'est-il passé? Oh là là, en réalité, quand le Mwami Msiri régnait, avant la conférence de Berlin, avant 1891, avant qu'il ne soit assassiné, tout le Katanga, pratiquement en grande partie, dans sa superficie, voilà, il n'y avait que le Mwami Msiri. Il était le seul bouclier. Il était le seul bouclier. Il est allé plus loin, même à Massa, en Zambie. Voilà, il est allé plus loin. Même aujourd'hui, il y a de ce roi-là en Zambie, comme le chef Mukuni, c'est un Mouyeke vivant en Zambie. Vous avez... Et voilà. Tout le Katanga, d'ailleurs, du temps du Mwami Msiri, ça s'appelait Garengans. Mais au moins, il les a quand même laissés plutôt, chacun dans sa royauté.
mais celui qui était au sommet, c'était le Mwami Msiri. Et c'est pour cette raison même-là, quand cette question de conférence internationale de Berlin, lorsque l'Afrique va être divisée, sans que nous-mêmes, Africains, que nous ne soyons présents, pour le cas de la RDC, je ne vous apprends rien, c'est que ça devenait pratiquement une terre belge. Voilà, privée au roi, au roi de Belge, Léopold II. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il soit en mesure de pouvoir asseoir son autorité. Et comment le faire encore? Il fallait envoyer tous ces expéditionnistes, qui vont venir ici sur terrain, essayer de convaincre tous ces rois locaux. Et pour le cas du Katanga, c'est le Mwami Msiri seul. Donc il ne pouvait pas perdre le temps à aller consulter X ou Y, ça servirait à rien. Il fallait aller tout droit au but, et aller tout droit au but, c'est discuter avec le Mwami Msiri. Et c'est ainsi que le roi de Belge va envoyer la première expédition qui va venir, qui va être conduite par le tout premier Belge, Amédée Paul Le Marinel, qui arriva ici le 18 avril 1891 pour essayer de discuter avec le Mwami Msiri s'il accepterait ou pas l'installation de l'État indépendant du Congo. Et Msiri dit non à cette question-là. Et laissez-moi peut-être vous surprendre que Amédée Paul Le Marinel a pu palabrer plus de 7 semaines autour de cette question avec le Mwami Msiri, pensant qu'il allait le convaincre. Malheureusement, c'était un échec enregistré. Du côté de la Belgique, Amédée Paul Le Marinel doit rentrer dans son pays, on fait appel à lui, il rentre, mais pendant qu'il était ici en train de discuter avec le Mwami Msiri, il y avait son frère de race, Alexandre Delcommune, qui était dans la partie ici, toujours ici au Katanga, dans la partie Tanganyika, qui en réalité avait une notion du Grand Katanga, et il va quitter le Katanga, il va aller pour aller dans son pays, il est passé par Lusambo vers Kasaï, et quand il arrive, il va trouver la compagnie congolaise pour le commerce et l'industrie, qui va lui demander de rentrer vite au Katanga, continuer la mission qui n'avait pas été achevée par Amédée Paul Le Marinel. Il va revenir ici, au cours d'une année comme ça, le 6 octobre de la même année, ça veut dire 1891, rencontrer le Mwami Msiri, essayer pour le persuader. Et alors il arrive, il trouve le Mwami Msiri est resté catégorique. Ça c'est le deuxième échec qu'on va enregistrer du côté belge. Et alors il rentre. Pendant qu'il rentre, on va trouver le comité spécial du Katanga, le CESCA, va dépêcher une troisième expédition qui va être conduite par le capitaine William Sters. C'était un anglo-canadien qui était au service de Léopold II, qui est même passé par Tabora avant de venir ici dans Bunkeya convaincre le Mwami Msiri. Ça pour moi, je pense qu'il y avait une sorte de précipitation, parce que comme il savait que le Mwami Msiri, il était en parfaite collaboration avec les Anglais, avec Cécile Rhodes pour le compte de la reine Victoria, et alors ils se sont précipités pour venir rencontrer le Mwami Msiri. Et alors quand il arrive ici dans Bunkeya, au cours d'une même année, le 14 décembre, ici dans Bunkeya, ils ont campé ici. Ils étaient quand même derrière le monastère des Sœurs, mais quand la Maria da Fonseca était juste à côté, je crois qu'on va arriver. Qui était Maria da Fonseca? C'était une mulâtresse qui est venue d'Angola, mais d'origine portugaise, l'une des favorites du Mwami Msiri, qui était restée pratiquement ici à côté. Et alors, ce blanc-là, quand ils sont arrivés, Sters, quand il est arrivé, il a trouvé qu'il était important de rester aux côtés de Maria da Fonseca. Sters arrive ici le 14 décembre.
Ils se décident de rencontrer le Mwami Msiri, mais on va leur donner le temps de pouvoir le rencontrer le 17. Et quand ils rencontrent le Mwami Msiri, c'était autour de la même question. Msiri va-t-il accepter ou pas? Msiri va refuser encore pour la 3e fois. Ils se sont séparés, comme on dit, à queue de poisson. Et finalement, le 19 décembre, le Mwami Msiri va pouvoir appeler ses enfants, ses banangwa, ses princes, les notables qui étaient présents ce jour-là. Il va leur remettre la question. À ce moment-là, il leur dit, le blanc que vous voyez qui sont venus ici, ils ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas venus pour une amitié, mais ils sont venus avec une autre mission. Et donc, moi, Mwenda Msiri, je ne céderai pas le Katanga pour lequel on a souffert, pour lequel nous avons payé le prix. Et alors, si vous, notables, vous acceptez qu'on donne le Katanga, eh bien, moi, le Mwami Msiri, je me retirerai de mon trône et vous aurez quelqu'un d'autre à mettre. Et finalement, laissez-moi vous dire, ça n'avait pas fait longtemps, peut-être une demi-heure, et ils sont revenus dire au Mwami Msiri, pas question, on ne cédera pas le Katanga. Et finalement, le Mwami Msiri, sous son leadership, sous son autorisation, si vous voulez, il va devoir demander qu'on puisse ouvrir le grand dépôt qu'il y avait. Voilà, il demande qu'on puisse sortir, il les convoque d'abord autour d'un banquet, où ils ont bu, ils ont mangé, mais il va demander qu'on puisse amener des tissus blancs et même le rouge, comme vous le voyez ici. Voilà, il va demander qu'on puisse faire porter aux autres notables les tissus blancs. Il fait porter aux autres les tissus blancs, mais à Masuka, son fils, il va lui donner des tissus rouges. Et alors, tous ces gens, tous ces notables qui étaient là, se moquèrent de Masuka. Pourquoi lui a-t-il reçu le rouge? Mais il n'y avait que le Mwami Msiri lui-même qui connaissait le pourquoi, le sens. Et finalement, il va dire à son fils, le Mwanangwa Masuka, que mon fils, toi, tu dois te préparer, sois prêt, parce que toi et moi, nous avons un long voyage à faire ensemble. En Chisumba, on dit, Mwanawane Masuka tongera tuzie, tuline rugendo lokuru. Prépare-toi, parce que nous allons faire un long voyage. Mais lequel? Là, c'était toujours seul le Mwami Msiri qui les connaissait. Ils ont bu, ils ont mangé le 19 décembre. Sur le sanctuaire, au-dessus du mont Kourou, là qu'il était resté, parce que là, il y avait aussi une résidence à lui, le Mwami Msiri, mais qui était sous la responsabilité. Il faut aussi dire que le Mwami Msiri, le Baïké, aussi considérait beaucoup plus les femmes. Donc, le mont Kourou était sous la supervision de la Mongolie Mahanga, ça veut dire la reine Mahanga. Msiri allait épouser cette Mongolie, cette femme-là qui était une princesse. Elle était fille d'un chef Luba, dans le nord Katanga ici. Elle s'appelait Kitompa. Et alors Msiri, quand il épouse Mahanga, il va lui donner le nom de sa grand-mère paternelle, Mahanga. Voilà, je vous ai parlé de Mahanga qui était la femme de Mouémois. Il lui donne le nom de Mahanga. Et vous avez Kimpata, c'est là qu'il y avait la Mongolie Kanfwa, plutôt Kapapa, la Nyanga qui était le symbole de puissance dans le royaume. Et vous avez Monema où on va aller, Monema qui était une résidence sous l'autorité ou la supervision de la deuxième femme après Kapapa, la première, il y avait Kanfwa qui était deuxième femme, ou la Mongolie Iosio, qui avait le rôle de paix dans le royaume. Et alors, oui, allez-y. Et alors, après qu'ils aient bu, après qu'ils aient mangé, le Mwami Msiri, le lendemain, le 20 décembre, il va se déplacer. Il quitte le mont Kourou,
le matin, comme on dit Moulabo, le matin, et alors son cortège va passer devant le camping ici, devant la concession de Maria da Fonseca, la Milatresse. Vous voyez. Et c'est elle maintenant par lesquelles toutes les caravanes étrangères, beaucoup plus par lesquelles ça passait, vous êtes étranger, vous devez passer par Maria da Fonseca qui va vous introduire auprès du Mwamim Siri. Et alors, ayant vu Maria da Fonseca, ayant vu le Mwamim Siri, son cortège passer vers Mounema, elle va venir dire au capitaine Sters que le Mwamim Siri, que vous voudriez aller rencontrer au sommet du Mont Kourou, ça servirait à rien que vous alliez le rencontrer. Il est allé chez sa deuxième femme, la Mongolie, Iosio, la Mongolie, Ganfoy, Oussa, Amounema. C'est ainsi que Sters va envoyer son commandant en second, le lieutenant Botson, Omer Botson, de nationalité belge. Il va lui dire « va ». Et il va, lui Botson, il n'était pas seul. Il y avait un autre militaire de nationalité française, marquis de Bonchamp. Il y avait un Irlandais, docteur Moloney, et tant bien d'autres, les Zanzibarites aussi qui faisaient route avec eux. Quand Botson va arriver à Mounema, on va voir, il va se mettre quelque part. Il trouve le Mwamim Siri assis au milieu, de gauche à droite. Il y avait Ganfoy, sa femme. C'est là qu'il y avait le rôle de paix dans le royaume. Il y avait aussi Kamama qui assistait Ganfoy. Il trouve le Mwamim Siri presque en intimité. Il était assis au milieu. Il va, ça on ne le tolère pas. Il va lui dire de son petit doigt, il demande au Mwamim Siri de pouvoir s'élever et venir ici accepter parce qu'on avait besoin de lui. Et Msiri va le chasser comme un chien. Va-t'en, tu n'es qu'un chien. Boali Matula, c'est comme ça qu'il lui a dit. Va-t'en, et comme il était quand même fâché et qu'il ne pouvait pas accepter qu'un jeune homme, parce que Botson n'avait que 35 ans. On n'a pas tenu compte de l'âge. Voilà. C'est pas dans tout ce que vous connaissez à l'époque. Et alors, le Mwamim Siri il s'est mis debout, voulant entrer dans la maison. Botson va se servir de son revolver, le Masoto là, à Chisumbois, revolver. Il prit son revolver et tira premièrement d'un coup de balle par le dos. Ça, c'est un signe de lâcheté. Un vrai militaire, un homme, un vaillant ne tire pas par derrière. Il faut le faire vis-à-vis, comme on dit, face à face, comme on dit. Malheureusement, poltron qu'il était Botson, peureux qu'il était Botson, lâche qu'il était, il va tirer d'un coup de balle premièrement par derrière. Ça n'a rien fait, ça n'avait pas fait quelque chose sous la vie du Mwamim Siri. Le Mwamim Siri qui continuait à entrer dans sa maison, il va tirer la deuxième balle. Même chose, qui n'avait presque pas fait quelque chose sous la vie du Mwamim Siri, et c'est la troisième balle qui a fait tomber le Mwamim Siri. Et pendant que le Mwamim Siri tombe, son fils Masuka, à qui avait dit qu'il ferait le 2 un long voyage, il s'était éloigné. Ça, c'est dans la coutume de Bayeke. Il s'était éloigné à plus de 14 mètres, mais dans un grenier où il était. Alors, ayant vu Botson qui tire sur son père, lui aussi à l'aide de son fusil, la silex, le poupou, il va réussir quand même. Vous voyez la distance à plus de 14 mètres. Là qu'il était, bon tireur qu'il était, le vrai guerrier qu'il était, vaillant qu'il était, il réussit à ouvrir le ventre du capitaine Botson, qui ne mourut pas ce jour-là, un certain dimanche. Ça c'est horrible quand même, qu'on aille violer les domiciles d'un roi, de quelqu'un, et même assassiner quelqu'un le dimanche. Alors, Masuka qui va ouvrir, qui va blesser grièvement Botson, il va lui ouvrir le ventre. Tous ses intestins dehors, et il réussit aussi, à cette même occasion, à éliminer les 3 Zanzibarites qui étaient avec, un mouvement avec voilà, Botson. Avec Botson. Mais
quand ils arrivèrent, il y avait Marquis de Bonchamp et le docteur Moloney qui était un médecin. Ils avaient contourné l'enceinte de Mounema. Ayant entendu les détonations de Baal, ils sont venus plus vite et ils ont trouvé la scène, le Mouamim Siri par terre, Botson son ventre ouvert, les intestins dehors. Oh là là, oh là là, oh là là. Finalement, il y a la Maria da Fonseca qui va dire au marquis de Bonchamp, si vous le laissez comme ça, Siri va rester en vie. Il faut lui trancher la tête. On a tranché la tête du Mouamim Siri. On lui a coupé le petit doigt, mais alors il y a bien d'autres. Nous vous épargnons, il s'agit bien ici de la tradition. Et alors, maintenant, après qu'ils aient donc, réussi... Maria da Fonseca connaissait un peu les rituels oui, c'était la favorite du Mouami. C'était la favorite du Mouami. Et c'est elle qui a comme été... la femme de Samson. Voilà, des lilas dans la Bible. Des lilas dans la Bible. Et voilà, maintenant, après avoir tranché la tête du Mouami, il y avait quand même de la fumée qui sortait du grenier dans lequel était Mwanangwa Masuka. Alors, ils ont vérifié, ils ont trouvé quelqu'un qui était en train de balancer le pied et ils ont réussi aussi à tirer sur le Mwanangwa Masuka. Voilà un peu d'une manière superficielle, si vous voulez, comment ça s'est passé. En tout cas, l'histoire elle est longue, oui. Mais je voulais revenir un peu sur les tirs sur Moussiri. Oui. Bon, dans plusieurs livres et dans plusieurs histoires, on dit que la première balle l'avait touché dans la poitrine. Mais là, vous insistez que les 3 balles étaient dans le dos. Je voulais avoir cette précision-là. Il faut peut-être trouver qui est cet auteur-là, avec quelle intention, parce que justement, on veut dévier la question de lâcheté. Nous le disons très souvent et nous insistons là-dessus, il a tiré par le dos. Par le dos. Alors que Mouami n'avait pas l'intention de l'attaquer. N'avait pas l'intention de l'attaquer. Il voulait justement se débarrasser de cet homme-là qui ne pouvait pas en réalité s'égaler à lui. Le manque de respect. Le manque de respect, c'est ça qui a manqué à tous ces gens-là. Ils n'ont pas tenu compte de la dimension âge. Voilà. Alors, nous allons mettre une pause. 40 minutes après un discours élogieux et éloquent, nous allons mettre une pause et nous allons reprendre cette fois-là dans une autre partie et peut-être des explications un peu plus courtes quand nous irons à Mounema, quand nous irons à 2-3 endroits pour que vous puissiez vivre en temps réel les arrière-petits-fils de Moussiri Ier. Donc nous sommes remontés de chez ses parents et vous avez compris de là où il venait. Et d'ailleurs, pour la précision, à l'époque, il n'y avait pas de Congo. À l'époque, il n'y avait pas d'Angola. À l'époque, il n'y avait pas. C'était des grands royaumes et des grands empires qui s'affrontaient selon l'état de ce qu'on a constitué plus tard l'Afrique. Parce que dans le temps, l'Afrique n'existait pas. L'Afrique a été donnée en cartographie par l'homme blanc. Donc, c'est en remontant l'histoire qu'on pourrait découvrir qu'est-ce qu'a été les contrées de nos grands-parents. Alors, à très bientôt. Voilà, nous sommes devant Maria da Fonseca. Vous nous rappelez un peu l'histoire de la belle dame ici. Ok, merci encore une fois de plus. Comme vous l'avez bien dit, elle s'appelle Maria da Fonseca. C'est une femme que le Mouamim Siri a épousée. Elle est venue d'Angola, mais elle avait des origines portugaises. Et quand Siri va épouser cette femme, Siri va lui donner cette concession parce que tout ça, ça appartenait au Mouamim Siri.
Ça, c'était sa concession, la Maria da Fonseca ici. Mais au-delà d'être appelée Maria da Fonseca, on l'appelle aussi Mushota. Pourquoi Mushota? Parce que pendant qu'elle arrivait ici à Bunkeya, ça a coïncidé au même moment que le Baïké ont marché sur un chef, un chef qu'on appelait Mushota. Alors pour immortaliser la scène, alors pendant qu'elle arrivait, ça fait que les choses, ça a coïncidé comme ça et qu'on lui a donné le nom de Mushota. Donc celui qui l'appellerait Mushota ne dira pas le contraire à celui qui l'appellerait Maria da Fonseca. Donc elle est restée ici, elle n'était pas loin du camp où était le capitaine William Sters. Que nous allons voir bientôt. Que nous allons voir bien entendu bientôt. Et alors elle était ici, mais aussi avec bien entendu des gens qui étaient tout autour d'elle. Et alors tout cet espace que vous voyez, c'est elle qui en était pratiquement, ou alors la maîtresse, quoi. Et alors, quand la troisième expédition est arrivée, elle a campé, ou alors elle est restée pratiquement tout près d'elle. Et comme je vous ai dit que c'est elle qui est allée dire au capitaine Sters que le Mouamim Siri, ça ne servirait à rien que vous alliez le rencontrer au Mont Kourou, mais le voilà, il est en train de partir, ou alors il est parti chez sa deuxième femme, la Mongolie, Kanfwa, ou alors Iosio. Et donc, quand Sters va devoir envoyer le lieutenant ou le commandant second, le capitaine Omer Botson, pour aller appeler le Mouamim Siri à Monema et qui viennent signer cet accord-là, qui viennent accepter l'installation de l'État. Donc il voulait que le Mouami quitte Monema pour venir chez Da Fonseca. Voilà, il voulait, et c'est tout ça qui n'a pas plu au Mouamim Siri. Et quand Botson arrive avec tous ces gens que je venais de vous citer, vous avez Marquis de Bonchamp, vous avez Moloney, et et les autres, les Zanzibarites, et tout le reste qui était avec lui. Et quand ils sont arrivés, avec la scène, l'incident, et finalement, quand Masuka va tirer, va se venger, et je voudrais dire, c'est lui qui a assassiné ici, c'est le capitaine Botson. Masuka s'est vengé. Masuka n'a pas assassiné le capitaine Botson. Masuka s'est vengé pour avoir vu quelqu'un qui a lâchement assassiné son père. Et quand il va lui ouvrir, Masuka, quand il va ouvrir le ventre de cet assassin-là de son père, tellement qu'il avait beaucoup saigné, il y a le médecin Moloney qui a tenté, qui voulait, porter secours si vous voulez. Et alors finalement, on a dû amener Botson ici et qu'on l'a laissé sous cet arbre qui est là. Vous voyez le grand arbre là. C'est là que Botson a rendu l'âme. On ne peut pas également l'enterrer dans la concession de Maria da Fonseca. On a retrouvé qu'on aille l'enterrer à plus de 100 mètres d'ici, au pied de la colline Kyowe. Et donc, ça tombe, la tombe... Donc l'arbre ne porte même plus de feuilles. Si, ça porte, vous voyez que c'est la saison sèche. La saison sèche. Ça porte de feuilles. Donc c'est à cet arbre que Botson a rendu l'âme. Après avoir été blessé à Monema, il est venu mourir ici. Il a rendu l'âme ici. Vous voyez, pratiquement dans la concession, une centaine de mètres. Donc sa tombe n'est pas assez loin d'ici. D'accord. Là, c'est l'image de Botson. Ici, c'est l'image de cet assassin, bien entendu. Voilà, nous l'avons ici. Un homme de 35 ans qui va se permettre lâchement d'assassiner le roi. Et alors, et voilà comment ça
ça s'est passé. Mais peut-être qu'il faut le dire ici. Peut-être que vous aurez l'occasion de trouver dans certains ouvrages qu'on puisse vous dire que Msiri avait l'intention de fuir. Pas du tout. Msiri n'avait pas l'intention de fuir. Msiri voulait justement entrer dans sa maison. Et même avant que Botson, ou alors avant que Sters, avant que la troisième expédition n'arrive ici dans Boukéa rencontrer le Mohamed Msiri, on a eu beaucoup de sujets blancs, des Anglais, qui sont venus ici, qui étaient ici dans Boukéa, d'ailleurs, parmi lesquels vous avez M. Kolofwa, nous l'appelons comme ça, Crawford. Donc, pendant que ici, il y avait de petites tensions, ce qui était tout à fait normal dans une société des humains, ça ne manque pas. Ça, c'est pas seulement chez les Baïké, partout ailleurs, on a dû rencontrer ce genre de choses, qui est venu dire au Mohamed Msiri s'il pouvait quitter Boukéa, fuir et aller à Luanza, dans la région Bemba. Et le Mohamed Msiri a dit, pas question, monsieur Crawford, pas question Kolofwa. Wabonei Bwana Kolofwa, Mwami Mukurukatione Kuiruka Bulemo. Ça s'est traduit comme ça dans l'une de nos chansons que nous aimons d'ailleurs chanter. Dire, où as-tu déjà vu, toi, monsieur Crawford, as-tu déjà vu où un roi comme moi fuir la guerre? Il ne m'est pas permis de fuir la guerre, ce qui serait une honte pour mes enfants, pour mes arrière-petits-fils. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que voilà, que les gens, vous imaginez si le Mohamed Msiri avait pris fuite, on dirait quoi? Il s'est décidé en tant que lion, en tant que roi, en tant que bouclier, de rester sur place et de trouver la mort sur place. Il a même dit, il y a quelques heures ou à quelques jours proches de son assassinat, il a laissé une phrase que tout Mouyeke, je dirais même pas seulement Mouyeke ou Bayeke, parce que Msiri n'est pas mort seulement pour les Bayeke, n'est pas mort seulement pour les Katanga, n'est pas mort seulement pour le Congo, n'est pas mort pour l'Afrique aussi également. Vous voyez, il a dit, mais il a laissé la phrase qui est devenue une devise de vie, un principe de tout Mouyeke, le Kufwa Kusoga, Kutira Kusabwa. Ça veut dire, vaut mieux mourir que de rester esclave. Et Msiri, à la place de rester esclave, il a bien décidé de trouver la mort, dans la dignité, dans la prospérité. Et c'est comme ça. Et je voudrais peut-être ajouter un aspect qu'on ne dit pas assez souvent, ce qu'aujourd'hui, si nous nous reconnaissons Katangé, mais attention, je vous envoie lire le livre Ma vision pour les Katanga du feu Ngoïmoukena. Lisez, dans l'une des pages de cet ouvrage-là, vous trouverez, on dit, après qu'on ait assassiné le Mohamed Msiri, géographiquement, les Katanga n'étaient pas reconnus. Ces limites internationales n'étaient pas reconnues. Parce que ça faisait objet des discussions entre le Belge et les Anglais. Parce que les Anglais voulaient annexer toute cette partie ici à la Rhodésie du Nord, ici en Zambie. Et donc c'est après le 12 mai 1800, si la mémoire ne me trahit pas, 94, que maintenant ils se sont mis à discuter et le Belge l'ont emporté parce qu'ils ont brandi la thèse selon laquelle c'est nous qui avons assassiné le Mohamed Msiri. Contrairement aux Anglais, vous voyez. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, si nous appelons Katangé, voilà, la référence est là. N'eût été la mort du Mohamed Msiri, vous et nous et les autres qui sont en train de, voilà, de faire un peu de bruit, sinon on serait zambiens. Tout à fait. Et voilà donc un petit aspect important à ajouter dans cette histoire du Katanga. Et donc les limites internationales du Katanga ont été reconnues officiellement le 12 mai 1894. D'accord. Et là les Katanga, et voilà. Voilà. Et voilà, nous sommes... voilà, c'est lui, William Ramsers, cet anglo-canadien-là qui a conduit l'expédition, qui a essayé
je voudrais dire, qui a essayé de mettre, fin à la vie du Mohamed Msiri, mais en réalité, le Mohamed Msiri n'est pas mort. Le Mohamed Msiri vit. Parce qu'en réalité, dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas le physique, c'est l'esprit. Et l'esprit du Mohamed Msiri inspire pratiquement beaucoup de gens. Beaucoup plus, les Baïké aussi également. Et donc, Msiri n'est pas mort, Msiri vit. Msiri vit. Voilà. Voilà, nous remontons vers la tombe du capitaine Botson. Donc ce décor, ça date de plusieurs années, le décor de cette entrée comme ça. Ces arbres... Oui, mais il y en a d'autres qu'on a dû renforcer hein, pour... Avec le chevaton, on va aller planter ces bases ici. Allez-y. Voilà, nous nous retrouvons devant la tombe de Botson. Il est là, c'est ça sa tombe. On l'a juste étalé et au-dessus de son corps, on a préféré mettre des pierres, des morceaux de pierre, tel que ça se voit là. Donc l'autre ici, le capitaine Lefebvre, n'a rien à voir avec la mort de Botson. Okay. Lui, c'est un attaché au service géographique, mais celui-ci, c'est celui-là qui a dû assassiner le Mohamed Msiri. Et ceux qui l'ont enterré ont trouvé qu'il fallait le faire de cette manière-là. Ça n'a pas une signification particulière? Les Belges ne sont jamais repassés pour voler les restes de son corps? Non, non, jamais. Jamais ne sont jamais passés pour voler les restes de son corps. Mais bon, nous pensons que le fait qu'ils soient enterrés de cette manière-là, vous comprenez, je crois que ça c'est le fruit, c'est le prix de son attitude. C'est le prix de ce que lui a pu causer au roi. Maintenant, la partie où on a, Daphonse a demandé qu'on tranche la tête du roi, quelle était la suite? La partie? Oui, parce que vous aviez dit qu'on a tranché la tête du roi. On a tranché la tête. Est-ce qu'ils ont pu emporter la tête? Oui, autour de ça, beaucoup de versions. Ils sont partis avec la tête. Et chaque fois qu'ils partaient avec la tête, et là où la tête leur réclamait du repos, ou alors pour la soulever de nouveau, il y a eu des morts. C'est vers l'est la route Rikuku, Samba, et ainsi de suite. Il y a eu des morts jusqu'à ce qu'elle s'est décidée de se taire. Mais pendant qu'elle parlait, c'est pas un mythe ça. La tête du Mohamed Msiri a parlé. Et elle a fait des morts avant qu'elle n'arrive à s'éteindre complètement. Et cet endroit jusqu'à présent est visible. Chaque fois, quand on y passe, dans la coutume, on y jette quelque chose. Un morceau de pierre, ainsi de suite. C'est une rivière, c'est un cours d'eau, là où Msiri s'est éteint. Non, je vous dis qu'on a pris sa tête et on l'a mise, quand elle s'est tue, quand elle ne parlait pas, on l'a mise dans un bidon à pétrole. Parce qu'en réalité, tout ce que le Mohamed Msiri était, le blanc à l'époque, on n'en revenait pas. Peut-être que je peux essayer d'aller plus loin, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que le Katanga, à l'issue de tous ces travaux, à la conférence internationale de Berlin, le Katanga n'en faisait pas partie. Ouais. Et le Katanga,
dans l'ensemble de toutes les provinces aujourd'hui qui composent la RDC, le Katanga a été la dernière province à être conquise par le Belge parce qu'ici il y avait la résistance de Baïké, la résistance du Mohamed Siri. Alors trouver un homme comme ça qui a fait face à l'homme blanc, à l'époque, ce n'était pas facile. Et donc il pouvait se rassurer de quelle matière, si vous voulez, était-il constitué. Ça c'est de l'anthropologie physique. Il était constitué comment? Et pour aller montrer la preuve à leur maître, qui est le roi de Belge, Léopold II, que réellement, nous l'avons eu. Et voilà, ils sont partis avec la tête. Et aujourd'hui, bon ça c'est quand même un combat, pas seulement à nous, les Baïké. Je vous ai dit que Msiri n'est pas mort seulement pour les Baïké. Il est l'un des pionniers de martyrs en Afrique. Maintenant, il y a une autre version qui dit que dans les différentes morts, les Blancs, là, finalement, avaient paniqué et ils ont lâché la tête. Elle serait tombée dans la rivière Luapula et on n'a jamais retrouvé. C'est une autre version de l'histoire, je ne sais pas. Peut-être c'est une façon de nous faire voir qu'on ne doit pas réclamer. Donc, voilà. Non, nous ne sommes pas de cet avis-là. Nous continuons à réclamer la tête de notre fondateur, le Mohamed Siri. Comme on est en train de le faire, la restitution un peu partout. On voudrait bien qu'on nous ramène la tête de notre roi. Très bien. On peut descendre, hein? Comme ça, on explique un peu. Oui, allez-y. Voilà, nous sommes à l'entrée du cimetière royal. Qui à l'époque n'était pas cimetière royal, mais qui était une résidence de la Mongolie-Canfroy. C'est là qui avait le rôle de paix, comme je vous ai dit au début de notre émission. Ici, vous voyez des bustes pour le Mohamed Siri et aussi pour son fils Masuka, justement pour résumer ce qui s'était passé les jours que le Mohamed Siri a été assassiné. Donc vous avez le Mohamed Siri là-bas, et avec son fils Masuka, à l'aide de son fusil. Et c'est la même position qu'il avait tenue. Il était dans cette position le jour où il essaya d'ouvrir le ventre du capitaine Botson, lequel Botson qui avait lâchement assassiné le Mohamed Siri. Et donc lui, étant à une distance de 14 mètres, mais bien entendu dans le grenier, ayant vu quelqu'un, un lâche assassiner son père, voilà, il se décida aussi à son tour de pouvoir se venger. Et donc, il a plu à la communauté Bayeke que ces images soient quand même soient placées là-bas pour montrer à la face du monde que voilà la scène d'un certain dimanche 1891 et comment, d'une manière brève, comment ça s'est passé ici à Monema à l'époque, une résidence mais de Marie, plutôt de la Mongolie, Iosio, mais aujourd'hui le cimetière royal. C'est ici qu'on a enterré le Mohamed Siri, c'est ici qu'on a enterré tous ces rois de fin qui se sont succédés l'un après l'autre et que ce cimetière est devenu un cimetière royal, ça veut dire là où on peut enterrer tous celui faisant partie de la famille royale. La couleur rouge là, vous aviez dit que c'était quoi? Et voilà, c'est ça qu'aujourd'hui que les gens parfois ne parlent pas. Le Katanga n'avait pas de couleur. C'est quand les Baïké sont arrivés, dans leur tradition de porter du blanc,
et même le rouge, et que cette couleur s'est répandue partout. Allez à Lubumbashi, à la mairie de Lubumbashi, c'est du blanc, c'est du rouge. Mais aussi, les Baïké voudraient dire que la vie de l'homme se résume en deux choses. Il y a la mort et la vie. Pour le Baïké, mourir, c'est comme presque Paul a dit dans la Bible. Paul dit, la mort c'est un gain. Pour eux, un Mouyeke, il n'a peur de rien. Et donc, vivre, ok, on vit, mais si la mort arrive, la mort, ça fait partie de leur vie. Et donc, leur vie est résumée dans deux choses. Mais le rouge, c'est le sang. C'est un symbole de paix, un symbole de turbulence. Mais là, plutôt, le rouge, pas un symbole de paix, de turbulence, de deuil, des situations un peu compliquées dans la société des humains. Mais le blanc, ça, c'est la pureté. Ça, c'est la paix. La paix. Et voilà un peu du sacré qu'on a dedans. D'accord. On peut marcher un peu et puis on... Voilà, là nous sommes pratiquement dans l'entrée du cimetière royal et nous sommes accompagnés par l'un des arrière-petits-fils. Il est en train de nous expliquer voilà. Donc pratiquement on a enterré 8 Moussiri. Du premier jusqu'à Christian. Et voilà, nous nous retrouvons à ce endroit historique, l'endroit de la scène, l'endroit du drame. C'est ici où le lieutenant Sters, plutôt Botson, s'est tenu le jour qu'il assassina le Mohamed Msiri. Il est arrivé, il s'est mis ici, il a trouvé le Mohamed Msiri assis. Vous voyez les trois piliers qui sont devant nous, mais celui-là qui a un niveau élevé, c'est là qu'il était assis ce jour-là. Mais alors, de gauche à droite, je vous ai parlé de deux reines, dont la responsable d'ici à Monema, elle s'appelait Kanfwa, ayant le rôle de paix dans le royaume. Mais donc Kanfwa n'était pas seule, mais elle était assistée d'une autre reine, d'une autre Mogoli, qu'on appelait Kamama ou alors Shigeme. Elles étaient toutes deux, et Msiri au milieu. Botson qui arrive, il se met là. Masuka, voyez, lui était là où il y a le pilier là, avec le drapeau, mais à l'époque, il y avait un grenier. Botson qui arrive, trouve le Mohamed Msiri. Il lui demande de gros de force de pouvoir s'élever, parce qu'on avait bien besoin de lui dans le camp. Et Msiri ne pouvait pas accepter cela. Et il va le chasser, nous le disons et nous n'avons pas honte de le dire. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Il le chasse comme un chien parce qu'il a considéré que cet homme-là ne pouvait pas s'égaler à lui. Msiri c'était quand même un grand roi et que Botson ne pouvait pas avoir une attitude comme celle-là qu'il avait ce jour-là vis-à-vis du Mohamed Msiri. Et le Mohamed Msiri s'est mis en colère et il le chasse pendant qu'il se met debout pour entrer dans la maison. Et Botson va se servir de son revolver, de son pistolet, pour tirer 3 coups de balle par derrière. Premièrement, il tire un coup de balle. Je vous dis que ça n'avait presque pas fait quelque chose sur le dos du Mohamed Msiri. Botson va tirer encore la deuxième balle.
qui elle aussi n'avait presque pas fait quelque chose. C'est la troisième balle tirée par Botson par derrière qui a fait tomber le Mouamim Siri. Et alors les autres marquis de Bonchamp, ces militaires de nationalité française, ayant entendu les détonations, ils sont revenus vite au lieu de la scène. Ils ont trouvé le Mouamim Siri par terre, mais cependant que Masuka, à qui son père lui avait dit de ce long voyage qu'ils feraient les deux ensemble, ayant compris, il prit aussi son fusil à silex de là qu'il était dans le grenier et il réussit à ouvrir le ventre de ce lieutenant Botson qui était ici. Il réussit à lui faire sortir les intestins et réussit aussi à éliminer tous les 3 Zanzibarites qui accompagnaient, ou si vous voulez, qui étaient dans les cortèges de Botson. Et Maria da Fonseca aussi à côté, pendant que Marquis de Bonchamp arrive, c'est elle qui va lui dire d'aller vite couper la tête du roi, lui trancher cette tête et lui couper plutôt aussi le petit doigt. Et voilà, ayant aussi trouvé leurs collègues, ayant aussi trouvé leurs frères de race, Botson par terre dont les intestins étaient pratiquement dehors, ils cherchaient maintenant qui en était l'auteur. Ils ont vu la fumée qui sortait du toit de ces greniers-là, et quelqu'un qui balançait le pied. Oh là là, ce que le Baïké ne voulait pas, malheureusement, c'est ça qui arriva ce jour-là. Ils ont essayé aussi à éliminer le Mwanango Masuka. Donc, vous voyez d'une manière... voilà comment ça s'est passé ce jour-là. Maintenant, quand on a tiré dans le dos de Moussiri, il est tombé directement vers la maison ou il était encore en dehors de la maison? Non, il s'est juste entré. On peut avancer? Oui. Un peu. Je vous dis d'ailleurs, il allait tout doucement. Il était assis ici. Mais à l'époque, il y avait une chaise royale ou un siège royal sur lequel il était assis. Vous voyez? Alors, il était là. Quand il chasse Botson qui était là, il le chasse et il se met debout, le Mouamim Siri, et il allait tout doucement entrer dans la maison comme ça. C'est à cette occasion que Botson va tirer premièrement d'un coup de balle par derrière. Et le Mouamim Siri va encore avancer d'un pas, lui tire la deuxième balle, dont toutes les 2 balles n'ont pratiquement fait quelque chose sur le dos du Mouamim Siri, malgré que c'était par le dos, mais maintenant, c'est quand on tire la 3e balle que le Mouamim Siri va venir tomber à cet endroit ici. Et c'est ici qu'on a essayé, qu'on a tranché sa tête. Pendant qu'il était là, Masuka aussi se vengea du capitaine Botson. Il lui ouvre quand même le ventre. Maintenant, cette maison remonte de quand? Non, depuis le temps du Mouamim Siri, avec sa femme, la Mgoli Kamfoua, qui était assistée de Kamama également, la structure, elle reste la même, mais il faut peut-être le dire ici, à un certain moment, elle semble être détruite, mais il y a le Mouami Chombeka qui l'a réhabilité. Le Mouami Chombeka, c'est le père de l'actuel Mouami. Et ça, combien de pièces, vous avez une idée? Oui, justement, on peut même entrer, voir à l'intérieur. Vous avez d'abord tout ça qui vous reçoit de l'entrée. Vous avez cette pièce-là. Vous avez le grand salon. Vous avez le petit couloir. Et de gauche à droite, il y a encore d'autres pièces. Donc pratiquement, on a 5 pièces. Donc 5 chambres, plus un grand salon. Le double salon d'ailleurs. Et toute la maison du Mouamim Siri était construite en pierre. Ah, okay. Même celle se trouvant aujourd'hui sur le mont Kourou au sommet. Oui, j'ai vu ça hier. Oui. Elle est ronde, elle est en pierre. Mais celle-ci, elle est triangulaire. Oui.
face, c'est la tombe du Mwami Msiri. Il est enterré là. Et son fils Masuka est là. Mais par contre, la tombe qui est là, c'est pour son cousin Kabobo. Et lui, Kabobo, c'est qui? C'était le cousin du Mwami Msiri. Qu'est-ce qu'il a fait pour être enterré aux côtés du roi? Donc ils se sont dit, pendant qu'ils étaient tous en vie, que toi, Kabobo, si c'est moi, si je pars avant toi, tu seras à mes côtés. Ok. Donc vous voyez que... Et après le respect. Oui. Après le Mwami Msiri, il y a son fils Kalassa. D'abord, pourquoi c'est écrit Mouchidi, mais nous disons Moussiri? Oui, ça c'est les Belges qui ont déformé ça. C'est comme aujourd'hui, c'est toujours Lubumbashi, Likasi, ainsi de suite. Toujours. C'est comme le cardinal Malula, vous voyez tout ça, Malula, Malula. Voilà, vous avez la tombe de Kalassa Mukanda Bantu. C'est le premier? Le premier à avoir succédé à son père, mais il n'était pas le fils aîné du Mwami Msiri. Lui, là, sa mère, c'est Mukunto. Okay. J'ai parlé de deux femmes que Msiri a épousées, a eues dans la région Bemba, avant qu'il ne puisse arriver auprès de son père adoptif, le chef Katanga. Okay. C'est là qu'on lui a donné deux femmes, Moussoua Bantu et ici Mukunto. Mukunto est la mère biologique de Kalassa Mukanda Bantu. Okay. Mais alors, le fils aîné du Mwami Msiri, lui, c'est Kipamira Makole. C'est le fils de Moussoua Bantu. Okay. Alors, quand le Mwami Msiri est décédé, le destin a préféré que ce soit Kalassa Mukanda Bantu qui puisse succéder à son père. Kalassa Mukanda Bantu, après lui, il y a son frère Mwenda Kitanika, qui est juste derrière la tombe là. Après le Mwami Mwenda Kitanika, vous avez le Mwami Moussamfiantanga. Ça, c'est le grand-père paternel de l'actuel Mwami. Ok. Oui. Le père de Godefroy Seigneur. Godefroy Munongo, communément appelé, connu sous le nom de Kifiakio. Donc, vous voyez, tous les trois tombes qui sont ici, ça, c'est la génération de fils du Mwami Msiri et qui se sont succédés l'un après l'autre. Mais à partir de Moussamfiantanga, le troisième fils du Mwami Msiri, vous avez deux de ses enfants, dont vous avez ici le Mwami Louinda, Antoine Louinda Chalo. Celui-là est allé participer à la table ronde de Bruxelles et représenter tout le chef coutumier katangais. Louinda Chalo. Après Louinda Chalo, quand il est mort en 70, il y a maintenant Kifiakio qui l'a succédé. Donc les deux, Louinda Chalo, Antoine, et Godefroy Munongo Kifiakio, c'est la génération des petits-fils de Mwami Msiri. Et alors quand le Mwami Chombeka meurt en pleine conférence souveraine, le 28 mai 92, il y a son fils aîné, le Mwami Mwemera Christian, qui a succédé à son père. Et quand aussi le destin décidera autrement, c'est l'actuel Mwami Sa Majesté Mwenda Bantu qui a succédé à son frère aîné. Donc voilà comment aujourd'hui nous sommes à la 8e dynastie. Okay. Maintenant, là au Kipango, il y a à peu près 8 huttes. Oui. Oui, le Mwami est le 8e Mwami, mais il est le 7e successeur. Ah d'accord. Ah d'accord. Là c'est la représentation des voilà, ce sont les maisons des ancêtres. Okay. Parce que pour nous en Afrique, dans la philosophie bantou, les morts ne sont pas morts. Ils vivent, ils sont avec nous et ils vivent à travers nous. C'est pour ça que nous n'avons pas, nous devons faire attention et nous n'avons pas, on n'a pas d'erreur à commettre. Parce que ceux qui sont morts là, ils sont représentés par nous. La preuve, elle est là, les noms que nous portons, eux, l'ont porté avant nous. Avant nous. Donc vous voyez cela. Il y a 8 maisons, 8 vicabiro,
Mais la première là que vous trouvez, je vous ai dit que le Busabaga ou le royaume des Bayeke ou des Basumbo a commencé avec Mouémois. Et donc il y a aussi sa maison là comme ayant le tout premier par lequel tout a commencé.